Alors, je m'appelle Mathilde Cavani, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur en situation de handicap et maman de Hortense 5 ans et Marceau 3 ans. Un événement a bouleversé votre vie à 21 ans, avec un AVC au Népal. Pouvez-vous nous parler de ce parcours de l'avant-après la transition? Alors oui, effectivement, j'ai fait un AVC alors que j'avais 21 ans et que j'étais en mission humanitaire au Népal. Faut savoir que rien me prédisposait avant de faire un AVC. J'avais pas spécialement de maux de tête, j'avais pas de difficultés particulières de santé. Et en arrivant sur place, en fait, au bout d'un mois, j'ai commencé à ressentir des faiblesses musculaires au niveau de mon côté gauche. Et c'est là où j'ai compris qu'il se passait quelque chose, mais j'ai pas tout de suite pu poser les mots sur le fait que j'étais en train de faire un AVC. Pour moi, j'étais hyper jeune, ça m'a pas du tout traversé l'esprit que ça pouvait être un AVC. Et après 7 jours en soins intensifs là-bas, le temps de pouvoir rentrer, quand je suis rentrée en France, les neurochirurgiens m'ont expliqué en fait que je venais de faire une hémorragie interne du cerveau et que c'était lié, que c'était un AVC en fait. Et c'était lié à une malformation qu'on m'a découvert au niveau du cerveau. Ce jour, ça a bouleversé votre quotidien. Quel a été le changement et la différence qui s'est passée pour la suite? C'est sûr que après cet AVC, tout a changé pour ma vie. Déjà, le fait d'avoir cette malformation du cerveau qui était inopérable. Et donc, on m'a dit de retourner à l'école et de faire de reprendre ma vie d'avant. Sauf que c'était pas possible parce qu'en fait, j'avais cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui pouvait à tout moment réexploser. Et donc, pendant 6 mois, j'ai refait AVC sur AVC jusqu'au jour où on a décidé de tenter l'opération. Et on m'a donc dit à 20 ans, voilà, soit vous faites opérer et vous allez devenir handicapé, soit vous restez comme ça, mais dans tous les cas, vous allez aussi devenir handicapé parce que votre cerveau, à un moment donné, il va pas pouvoir absorber autant de sang. Et donc, j'ai choisi la voie de l'opération et c'est vraiment à partir de cette opération où j'ai décidé en fait qu'il valait mieux vivre avec un handicap qu'avec une maladie. Et quand je suis sortie de cette opération, j'étais vraiment paralysée de tout le côté gauche, je pouvais plus marcher. J'étais totalement revenue à l'état enfant où mes parents s'occupaient de moi. Je pouvais plus me laver, je pouvais plus manger. Enfin, c'était vraiment très compliqué d'un point de vue autonomie. Et je me suis tout de suite et assez rapidement remobilisée en me disant, j'ai 21 ans, 22 ans. Si jamais je continue de m'apitoyer sur mon sort, en fait, la vie, elle va être très très longue. Et donc, il vaut peut-être mieux plutôt aller de l'avant, voir encore tout ce que je peux faire. Et en fait, il y avait encore plein de trucs que je pouvais faire, plutôt que de me concentrer sur tout ce que j'avais perdu. Et depuis ce moment-là, c'est un peu ça que j'essaye de mettre en place dans ma vie, malgré le handicap, parce qu'il m'est resté une hémiplégie, donc une paralysie du côté gauche. Et donc, malgré cette paralysie-là, je me laisse pas abattre et j'essaye de mener la vie que j'ai toujours voulu. Et donc, j'ai monté ma boîte, j'ai eu des expériences professionnelles super intéressantes, j'ai eu ma famille, j'ai eu 2 enfants, j'ai monté le Mont Fuji avec mon mari au mois de juin 2024. Et c'était un peu un beau pied de nez à tout ce qui m'est arrivé parce que c'était assez intense physiquement, mais c'était chouette de pouvoir le faire avec lui. Et donc voilà, je pars du principe en fait que le handicap va pas m'arrêter, que si j'ai des rêves, si j'ai des ambitions, si j'ai des choses à vouloir accomplir, je me donne les moyens de le faire et puis j'adapte le chemin parce que je peux pas forcément tout faire comme tout le monde, mais on trouve toujours des solutions. Et les aides techniques et humaines existent et voilà, cette notion de compensation elle est importante dans le handicap. Cette force, vous l'appuyez vraiment sur j'ai un handicap, mais je peux tout faire, donc vous allez à chaque fois mettre en place ce qu'il faut pour arriver à vos fins. Ah oui, je suis un peu têtue. Rien ne m'arrêtera. Si j'ai une idée en tête, mes parents, c'est un peu leur grand drame parce que des fois, ils préféraient que je sois plus calme. Et les médecins aussi d'ailleurs. Mais je pars du principe que j'ai eu la chance de revivre. J'aurais pu mourir au Népal ce jour-là en 2011. Et donc, tout ce plus-là, c'est une vie qui doit être vécue un petit peu intensément, certes. Mais en tout cas, voilà, je vais me donner les moyens de réussir. Et je minimise pas mon handicap parce qu'au quotidien, je le ressens. Mais par contre, je trouve qu'il y a toujours des moyens de s'adapter. Il faut oser demander de l'aide aussi quand ça va pas. Et le handicap, il permet aussi cette proximité avec les gens, de rapprocher, créer du lien plus facilement. Parce que quand on fait part de ses fragilités, les autres font aussi pareil. Et donc, on se rend compte que petit à petit, on crée une relation avec les autres qui est différente de quand on semble fort et invincible. Vous êtes mère de 2 enfants. Qu'est-ce que ça a changé dans votre approche? Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées? Alors, en fait, c'était un peu comme tout. Quand on s'est lancé avec mon mari en mode projet bébé, je m'étais pas trop posé de questions sur le fait est-ce que j'allais pouvoir accoucher normalement, est-ce que j'allais être une bonne mère. C'est vraiment, j'avais envie de devenir mère, donc on l'a fait et on a eu de la chance parce que pour le coup, ça a fonctionné assez rapidement. Et donc, j'ai eu quelques contraintes pour trouver un établissement pour pouvoir accoucher. J'étais refusée de 3 maternités
à Paris. Donc ça a été un peu compliqué pour moi de savoir où est-ce que j'allais accoucher. Et là, ça m'a géré un petit peu un stress, parce que je me suis dit, mais je vais pas accoucher chez moi, quoi. Donc, il va falloir que je trouve quand même un lieu. Et à l'Institut Mutualiste de Montsouris, il y a une aile spécialisée pour les femmes handicapées. Et je la recommande parce que franchement, moi, Béatrice, elle m'a super bien accompagnée. Elles sont vraiment là pour les femmes handicapées. Elles connaissent les spécificités. Et je pense que ça m'a aidé aussi dans l'acceptation de mon handicap et de me revendiquer comme étant quelqu'un en situation de handicap. Parce que jusqu'à présent, voilà, je savais que j'étais handicapée, mais j'en parlais pas spécialement. Et c'est vrai que le fait d'être accepté, d'être aidé par une cellule spécialisée et qu'on ait des besoins spécifiques, ça permet aussi son cheminement dans l'acceptation. Et donc la maternité, en quelque sorte, m'a aussi aidé à finaliser cette acceptation-là de qui je suis maintenant. Et ma plus grosse crainte, comme j'ai qu'une seule main qui fonctionne, c'était vraiment de faire tomber mon enfant. Ça, c'était clair. Je pense que tous les parents ont un peu cette peur parce qu'ils sont tellement petits. Et on m'a dit, tu verras, les nourrissons, ils ont un peu la tête qui tombe. Et en fait, moi, mes enfants, ils ont jamais été mous. Ils ont toujours été hypertoniques. Et j'arrivais à les porter à une seule main, à les coincer contre mon épaule. J'avais les porte-bébés aussi qui étaient assez pratiques. Et donc, il y a certaines petites choses comme ça, genre donner le bain avant qu'ils soient en mesure de se retourner et assez moteur. Ça, je le faisais pas toute seule dans la maison parce que j'étais pas à l'aise avec au cas où il se passe quelque chose de pas pouvoir l'aider à le sortir du bain. Mais sinon, en fait, je suis passée 2 ans avec ma fille qui a eu des problèmes de santé à la maison. Et mon mari, il allait bosser, il revenait et je gérais mes enfants en fait comme n'importe quelle mère. Et je pense que les enfants s'adaptent quand même beaucoup à leurs parents. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils se laissaient quand même plutôt bien faire jusqu'à un certain âge. Vous intervenez auprès des entreprises pour les sensibiliser au handicap. Quelle est votre approche? Quel message vous leur transmettez? Moi, je lutte un petit peu contre le misérabilisme qu'on peut avoir envers les personnes en situation de handicap parce que effectivement, le handicap, c'est triste, c'est des moments de vie qui sont difficiles. Il y a des situations qui sont vraiment urgentes, qui sont gravissimes et c'est un environnement qui est assez lourd. Et ça, je peux pas le dénier. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de joie aussi au sein des personnes en situation de handicap. On a le droit aussi de vivre dans la joie, de vivre dans l'amour, de vivre dans le bonheur et d'arrêter de pleurer sur notre sort. Et donc, j'essaie de montrer une autre facette du handicap, de montrer qu'on peut être compétent, de faire un peu briser de briser un petit peu ces tabous et ces idées reçues qu'on a sur les personnes handicapées et montrer qu'en fait, on a toute notre place en entreprise et que nous aussi, on a des compétences et que d'avoir des personnes en situation de handicap dans ces entreprises, c'est une vraie richesse. Et ça permet d'augmenter la performance, ça permet d'augmenter la cohésion d'équipe, la solidarité. Et je pense que c'est important que chacun ait sa place et qu'on arrête de regarder que le handicap de la personne, mais qu'on voit aussi tous ses talents et ses compétences. Vous évoquez souvent la confiance pour déclarer en entreprise sa situation de handicap. Comment réussir à faire comprendre cette question, que ce soit à la personne en situation de handicap ou à l'entreprise, que la confiance est primordiale pour avancer et pour permettre à tout le monde de s'adapter finalement au milieu professionnel? Moi, je dis souvent à mes clients entreprises que s'ils veulent que leurs collaborateurs se déclarent, parlent de leur situation de handicap, il faut que les entreprises leur donnent confiance. Et cette confiance, elle passe pas juste en faisant une action dans l'année ou en mettant une affiche dans l'open space. En fait, la confiance, ça s'incite et ça se génère en prenant en main le sujet, en faisant des formations pour les managers, en faisant des sensibilisations pour les collaborateurs, en parlant. Il faut que la direction générale prenne le sujet en main, adresse des messages à ses collaborateurs forts, en faisant témoigner les personnes handicapées qui sont dans les effectifs et qui, je suis sûre, ont plein de choses à partager et pas sur leur histoire de vie, mais sur leur manière de travailler. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler. On est dans un cadre professionnel et donc les histoires de vie, c'est chouette et c'est inspirant, mais la manière de se rendre compte aussi que l'entreprise nous a accompagnés pour mettre en place des mesures de compensation, ça aussi, c'est hyper intéressant pour ceux qui hésitent. Et quand on sait que le handicap est la première cause de discrimination à l'embauche en France pour la 7e année consécutive d'après le Défenseur des droits, c'est vrai qu'on comprend que tout le monde ait peur et qu'on ne sache pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et donc je pense que c'est important que les entreprises s'emparent du sujet, montrent qu'elles peuvent avoir confiance, que les collaborateurs peuvent avoir confiance. Sur cette cause de discrimination à l'embauche, quels sont les leviers que peuvent mettre en place les entreprises pour justement y remédier? Il n'y a pas 36 000 solutions en fait. La première solution, celle que je vois, c'est de former les managers et le recrutement parce que en fait, c'est eux qui sont ces barrières à l'embauche. Parce que c'est des managers qui vont se dire, envoyer un candidat, celui-là, oui, il a les compétences, mais je vois pas du tout comment faire pour qu'il puisse travailler. Alors qu'en réalité, il y a des postes qui s'appellent des ergonomes, qui s'appellent
des médecins du travail qui eux peuvent mettre en place des actions et recommander des actions pour acheter du matériel, mieux organiser les temps de travail. Et ça, c'est important de se dire chacun son métier en fait. Le manager, il est là pour vérifier des compétences, le recruteur, c'est pareil. Et ensuite, on fait appel aux médecins du travail, aux ergonomes et aux gens qui font des études de poste pour pouvoir réussir à aménager les postes de travail. Et moi, j'ai bossé dans des boîtes où on a fait travailler des personnes qui étaient tétraplégiques sur du codage informatique parce qu'il y avait tout un dispositif qui avait pu être mis en place à côté qui permettait à ces stagiaires de pouvoir venir dans les effectifs chaque jour. Et ça, c'est assez puissant pour le collectif de voir qu'on arrive à aménager très très bien certains postes de travail. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont montré que performance et handicap peuvent coexister. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un avant-après ? Je rigole parce que j'espérais. Je suis assez naïve pour le croire, mais malheureusement, le gouvernement ne nous a pas forcément fait de cadeaux depuis les JO. Déjà, ça a commencé avec l'oubli de la nomination d'un ministre pour les personnes en situation de handicap. Alors, oubli qui a été changé depuis, mais il a fallu qu'on se batte, qu'on prenne la parole sur les réseaux sociaux, associatifs et associations et particuliers. Là, le budget de la GFIP qui va encore être diminué, alors qu'on sait que l'argent qui est collecté dans les entreprises doit revenir aux personnes handicapées pour pouvoir aménager, pour pouvoir former, sensibiliser toujours le plus de monde. Là, on voit bien, on n'est pas du tout encore aux attendus et le quota de 6% des travailleurs handicapés, il est loin d'être atteint dans le secteur privé et donc il y a encore beaucoup de travail et on a besoin de cette mobilisation pour faire avancer les choses. Est-ce que ça l'a au moins changé au niveau du public et en entreprise notamment? Je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert les athlètes paralympiques et je suis trop contente pour eux parce qu'ils le méritent. Et j'avais une amie que je suis pas mal sur les réseaux sociaux qui disait qu'elle avait rarement eu l'habitude de jouer dans des stades aussi blindés où on va crier son nom alors que personne la connaissait la veille. Et donc ça c'était chouette, il y a eu une super ferveur. Moi j'ai été volontaire pour les Jeux paralympiques donc en plus j'ai vécu les choses on va dire vraiment du milieu et c'était exceptionnel comme ambiance et j'aimerais que cette ambiance elle perdure et en tout cas nous on est plusieurs à prendre la parole sur les réseaux sociaux grâce au collectif ensemble pour pouvoir vraiment justement essayer de faire bouger les lignes et continuer sur cette ferveur collective. Vous travaillez également avec des organisations pour intégrer la notion d'aidance dans leur politique RH. Quels bénéfices les entreprises peuvent-elles retirer en soutenant davantage les aidants familiaux? Oui, je travaille avec Cali Social, qui est une entreprise qui est experte en santé mentale. Et en plus du handicap, on adresse les sujets d'aidance. Et donc, j'expérimente je suis moi-même aidante, puisque ma fille, Hortense, a eu des problèmes de santé à sa naissance. Le rôle des aidants, c'est un rôle qui est hyper prenant. Être aidant, c'est un acte d'amour qu'on va faire envers quelqu'un de notre famille. Et pour autant, on a envie de travailler. Il y en a beaucoup des aidants pour qui le travail, c'est hyper important parce que ça va permettre de venir un peu décompresser, de voir autre chose. Et ça, c'est hyper important que ces aidants puissent continuer d'être salariés avant toute chose. Et il faut que les entreprises s'emparent du sujet puisque d'ici 2030, un salarié sur 5 sera en situation d'aidance. Et donc, si on veut pas avoir des problèmes de turnover, des problèmes d'absentéisme, des problèmes financiers apparaître, il faut qu'on puisse s'emparer du sujet. Et il faut faire comprendre aussi aux entreprises que les aidants ont des compétences et des qualités qu'ils développent par leur biais par leur rôle d'être aidant et qui sont en fait bénéfiques pour l'entreprise. Je pense au poids des responsabilités, la possibilité de faire des choix, la diplomatie, la communication. Et ça, c'est des atouts en fait qu'on peut avoir dans les équipes et on en a besoin. Et donc sensibiliser au rôle de salarié aidant, c'est aussi un petit peu la casquette que j'endosse de temps en temps. Comment vous faites pour concilier justement déjà votre statut de personne handicapée, votre statut d'aidante et malgré tout entrepreneuse et salariée? Ouais, je pense que je suis portée par cette ambition que j'ai de voir changer un petit peu les choses et de me dire qu'à mon échelle, en fait, je vais pouvoir réussir à faire ma part. Et donc, ça me donne beaucoup d'énergie. Après, on va pas se le mentir, je crois que j'ai beaucoup d'énergie à revendre aussi de base. Mais je suis comme tout le monde, j'ai besoin de dormir le soir et de me reposer de temps en temps quand même. Votre parcours mêle entrepreneuriat, parentalité et engagement. Quels conseils donneriez-vous à une personne en situation de handicap qui souhaiterait se lancer dans un projet professionnel ambitieux? Moi, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer parce que si j'ai réussi à faire pas mal de choses, c'est aussi parce que j'étais hyper bien entourée. Depuis toujours, ma famille elle a toujours été là pour moi, même dans les plus sombres moments. Parce que là, vous me voyez tout sourire, mais il y a eu des périodes plus compliquées et je pense qu'il y a un temps pour tout. Et donc, il faut aussi vivre ces moments de peine et savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour soi pour rebondir. Et donc, je pense que l'entourage, c'est vraiment primordial. Et ne pas hésiter à s'orienter vers des collectifs, vers des associations,
Moi, j'étais avec Ticket for Change qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir monter mon premier projet entrepreneurial. Et cette force du collectif, en fait, c'est ce qui va donner des ailes et aider à tenir sur la durée aussi. En cette journée internationale des personnes handicapées, quel message vous souhaitez transmettre? Je pense vraiment que le handicap, c'est une caractéristique d'une personne, et donc c'est pas ce qui la définit en tant que telle. Intéressez-vous à la personne, à ses envies, à ses ambitions, à ses hobbies, et c'est ça en fait qui va être le plus important, c'est de créer du lien ensemble, indépendamment du handicap, et que malgré qu'on soit en situation de handicap, on a des compétences et on peut avoir notre place en société.